Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La 48e édition du tournoi Bantam de la Sarre arrive à grands pas. Et pour nous parler de la cédule de ce tournoi, je reçois Mme Cécile Poirier. Madame Poirier, bonsoir. Bonsoir. La cédule, la fameuse cédule, est-ce que c'est compliqué à faire? Bien, je vous dirais que oui, c'est compliqué, dans le sens qu'il faut qu'on respecte les règlements de Hockey Québec. Donc, on sait qu'un match... Et ça change souvent. Et, bien, la classification change souvent. C'est okay? ça, exactement. Il ne faut pas se leurrer. Une année, on oui. est du 2B, l'année d'après, on est du 2C, donc quand je vous parle des Lions. Oui. Et ce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est qu'une équipe de hockey ne peut pas jouer plus de 2 matchs par jour au Québec. Et doit avoir une différence de 3 heures entre la fin du match et le début de l'autre match. Fait que ça, c'est sûr que c'est une problématique qu'on a à respecter et qu'on doit s'assurer que ce soit conforme. Mais pour vous, faire une cédule, parce que ça fait combien d'années que vous faites la cédule? Bien, celle du tournoi Bantam, j'en suis à ma 13e. 13e. Donc, c'est sûr qu'il y a des embûches de temps en temps. On va en parler un petit peu plus tantôt, mais que ce sont des choses qui peuvent arriver. Cette année, c'est du 3-6 février prochain. Combien d'équipes? 32 équipes. 32 équipes, ça veut dire... On joue toujours autour de 32, 34, 30... On ne va pas en bas de 30. Non, depuis que je suis arrivée à la Commission des loisirs, on n'a jamais eu en bas de 30 équipes. Il y a eu des années où on a eu 36, il y a eu des années où on a eu 40 équipes. Okay. Mais cette année, on en a 32. La problématique qu'on trouve, que je peux vous dire, exemple, pour faire des draps de hockey, à 12 équipes, ça va bien parce que tu mets des blocs de 4 équipes. Okay. Et tu sors le premier, puis meilleur deuxième, ça va bien. Quand tu fais des draps, que tu as 10 équipes, là, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on leur a promis 3 matchs chacun. Ah, OK. Ça veut dire que chaque équipe qui se présente au tournoi Bantam joue au moins 3 matchs. Un minimum de 3 matchs. Un minimum de 3 matchs, OK. Un minimum de 3 matchs. Donc, à 10 équipes, en tout cas, on a comme trouvé assez ardu. Donc, dans les classes où on avait 10 équipes, on leur a, eux autres, garanti 4 matchs. Okay? Ah, OK. Donc, ça fait plus de matchs, c'est sûr, mais on disait pour être équitable, pour que tout le monde ait joué le même nombre de matchs, quand tu arrives à faire le départage d'égalité, c'est beaucoup plus facile. Sauf que ça te prend plus d'heures de glace. Exactement, à ce moment-là. Alors, 32 équipes, disons qu'on peut faire un beau drap avec ça. On peut faire une belle cédule. Oui, en tout cas, je pense que oui. C'est sûr qu'on leur a permis chacun 3 matchs. Écoute, c'est tout un tournoi à la ronde. OK, c'est tout, dans toutes les catégories, c'est un tournoi à la ronde. Dans la classe 2C, dans la classe A, ils ont tous 4 matchs avant de sortir, de faire le départage d'égalité. Okay. Dans le B, où il y a 12 équipes, eux autres jouent leurs 3 matchs et après ça, on fait le départage d'égalité. Ces équipes-là, en général, ça vient de où? Je vous dirais que beaucoup viennent en provenance de l'Abitibi-Témiscamingue. OK. Par contre, dans la classe B, cette année, à notre grande surprise, nous avons 2 équipes de l'Ontario. Ah, OK. Dans la classe B. Dans la classe 2C, parce que les Lions sont maintenant 2C, l'an passé était 2B, ils sont devenus maintenant 2C, on retrouve 3 équipes de l'Ontario, plus les Draveurs de Mont-Laurier. Ah oui? Fait qu'eux autres, je vous dirais qu'ils vont avoir une belle compétition. Je comprends. Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez plus d'équipes de l'Ontario que l'an passé, en tout cas. Oui, je pense que le travail que Pierre Bourget fait de recrutement avec Gino Trudel, je pense, commence à porter fruit. Les gens sont intéressés à venir chez nous. On a plus de difficultés à recruter des équipes, le parc traversé, comme on voilà. dirait. Le fameux La Vérandrie. Le parc La Vérandrie est un petit peu plus difficile pour des équipes à traverser. C'est ça, oui. Parce que tu as beaucoup d'équipes qui nous ont quand même contactés de ce point-là, là, dans les Laurentides et tout ça. Mais je pense qu'ils mêlaient la salle et la sarre. Ah, OK. Quand on disait, parce que quand je leur parlais, je leur disais, c'était à la sarre en Abitibi. Puis là, je les faisais situer face à Mont-Laurier. Quand je disais c'est à 5 heures, l'autre bord de Mont-Laurier, j'avais comme plus de son, plus d'image. Plus de son, plus d'image. La ligne s'est coupée. La ligne, c'était pas complètement coupée, mais c'était moins réceptif. Exactement. Et l'Ontario, en tout cas, on a une belle collaboration avec eux. Fait que je pense que c'est très intéressant. Si on parlait du match d'ouverture. Oui. Il est quand, à quelle heure et contre qui? Il est le vendredi soir, comme par habitude, à 21h. À la fermeture des commerces, etc. La fermeture des commerces. Oui. On va commencer l'ouverture officielle peut-être 15 minutes avant si on n'a pas trop de retard, la partie protocolaire.
Et ça devrait se jouer contre Timmins, qui est le BMT Assurance North Star de Timmins. OK. Contre les Lions de la Sarre. Ce sont toujours, c'est l'équipe qui reçoit, en ce sens. Et c'est sûr qu'on a mis avant ça, quand même, à compter de 18h15, les gens qui vont vouloir venir voir jouer les équipes de calibre 2C, il va y avoir 2 matchs de 2C avant. Donc, les Draveurs de Mont-Laurier à 18h15 vont jouer contre la Caisse des Jardins d'Amos. OK. Et à 19h30, on va avoir les Ice Hawks, comme Pierre me dirait, de Kapuskasing, okay, contre le GM Cité de Coconut. Ça, là, Mme Poirier, ça débute... le jeudi? Le jeudi, cette année, le tournoi débute le jeudi à compter de 14h. OK. Et va se terminer, les finales devraient se terminer à compter du dimanche 6 février au Colisée de la Sarre à compter de 13h. Donc, les finales se font quand même assez de bonheur pour permettre aux jeunes de retourner dans leur patelin à eux autres et puis qu'il y a de l'école le lendemain. La grande finale 2C est à 17h. Ah, OK. Fait que ça se joue dans les 3 arénas? Oui, ça se joue à la Sarre, à Dupuis et à Palmarol. On va parler de laisser-passer. C'est très important. Oui, je pense que c'est un coût quand même assez intéressant. C'est 10 $ pour la fin de semaine. C'est accessible dans les 3 arénas qui contribuent au tournoi Bantam. C'est pour toute la durée du tournoi, finale incluse maintenant. Par contre, si les gens attendent à la porte, ça va être au coût de 13 $ pour la fin de semaine et 5 $ par jour. Fait que je pense qu'au coût de 10 $, c'est très intéressant. Puis, ce sont de magnifiques porte-clés. En plus de ça, même, j'en ai justement un. Je peux le montrer, oui, ici. Peut le montrer, ça va nous faire plaisir. Encore une fois. Je ne sais pas, on va demander à notre ami Jean-Louis de venir chercher un gros plan ici. Je ne veux pas me faire prophète de malheur, et loin de là, mais advenant un désistement. D'équipe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais que vous ne le souhaitez pas, personne ne le souhaite, mais est-ce que c'est une chose qui peut se produire et vous faites quoi? Je vous dirais que c'est sûr que s'il arriverait un désistement d'équipe à l'heure où on se parle, qu'on essaierait de remanier l'horaire, parce que je pense que pour une équipe de mettre la rondelle au centre de la patinoire puis de faire un 0, c'est pas intéressant pour personne. Absolument pas. C'est sûr qu'on ferait des pieds et des mains pour essayer de remanier l'horaire le plus possible pour être capable de voir comment on pourrait... Donc, Mme Poirier, on récapitule les dates. Le match d'ouverture est quand? OK. Les dates, c'est du 3 au 6 février 2011 et le match d'ouverture est vendredi le 4 février à 21h au Colisée de la Sarre. Donc, on attend les gens en grand nombre. Et ça se joue dans les 3 arénas? Oui, également. Ça se joue dans 3 arénas. Ça se joue le jeudi, c'est exclusivement à la Sarre. OK. Le vendredi, samedi va se jouer à la Sarre, Dupuis et Palmarol. Et le dimanche, va avoir 2 demi-finales à La Sarre et Dupuis pour que toutes les finales se déroulent à La Sarre. Est-ce qu'on revoit annuellement pas mal les mêmes équipes ou s'il y a des nouveautés? On revoit souvent les mêmes équipes. Par contre, je vous dirais qu'on a beaucoup plus d'équipes de l'Ontario. Vous avez soulevé le point tantôt. Ça, on en a des nouvelles. Okay. Et on travaille très fort pour aller recruter des équipes parce qu'on est conscient que on joue quand même souvent contre les mêmes équipes ici, parce que maintenant, dans la saison, les équipes Bantam jouent contre Rouyn-Noranda et Ville-Marie. Fait qu'on essaie d'aller recruter des équipes pour qu'au moins, dans le tournoi, ils ne rencontrent pas toujours les mêmes équipes que dans la saison régulière. Qu'est-ce qui fait, Mme Poirier, ça ne fait pas partie du tournoi, mais une question comme ça, qu'est-ce qui fait qu'il y a de moins en moins de hockey mineur en Abitibi-Ouest? Ben moi, je pense qu'il y a maintenant, puis je vous dis ça sous toute réserve, là, il y a beaucoup, je vous dirais, il y a beaucoup plus de place à d'autres activités sportives, je pense. Je pense que la distance fait aussi, tu sais, mais si on compare, qu'on recule de quelques années, en Abitibi-Ouest, il y avait des hockey mineurs dans toutes les arénas. Oui. OK, donc on jouait dans l'année juste proche. Tu sais, mettons quelqu'un qui ne jouait pas dans le double lettre ou dans la compétition, jouait beaucoup plus en Abitibi-Ouest. C'est ça. Maintenant, on est obligé, parce qu'on n'a plus assez de jeunes qui jouent au hockey, on est obligé d'aller jouer dans la Ligue de Rouyn-Noranda, qui est la Ligue Graton qu'on appelle nous. Fait que c'est sûr que les parents voyagent toutes les fins de semaine pratiquement à Rouyn ou à Ville-Marie pour jouer du hockey.
Donc, moi, je pense que la distance fait aussi que c'est comme un peu plus difficile. Exactement. Puis ça devient, ouais, c'est ça, c'est que le parent qui va aller passer la fin de semaine ou qui va aller à Ville-Marie avec son enfant, ça devient un petit peu lourd, je pense. Peut-être aussi, effectivement. Madame Poirier, merci infiniment. Et puis, c'est du 3 au 6 de février. Et puis, on va suivre cette activité-là avec grand intérêt. Merci beaucoup et bon succès. Merci. Alors, c'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Quels sont les dossiers agricoles réglés ou qui restent à régler en 2011? Alors, en 2010, on en a réglé sûrement. Fait qu'on va demander à mon invité quels sont ces dossiers qui sont réglés, mais il y en a aussi beaucoup, je pense, qui sont à régler en 2011. Alors, pour nous en parler, je reçois le président de l'UPA Abitibi-Témiscamingue, M. Régent Comeau. M. Comeau, bonsoir. Bonsoir. M. Comeau, des dossiers qui ont été réglés en 2010, et Dieu sait s'il y en avait, des dossiers. Il y en avait, et il y en a encore aussi, j'en suis persuadé. Alors, quels sont les principaux dossiers qui ont été réglés en 2010 et quels sont les principaux dossiers à régler en 2011? Bon. Les principaux dossiers réglés en 2010, je pense qu'on peut parler du dossier de la financière agricole. C'est un dossier qui faisait au-dessus d'un an qu'on travaillait. C'était une année difficile avec ces dossiers-là parce que, écoute, on a vu que le gouvernement avait de la fermeture. Mais par contre, on en est venu à une entente le 17 de décembre. Une entente, tu sais, je pense qu'il est gagnant-gagnant. Tu sais, on a eu des bons gains dans cette entente. Vous avez fait des gains? On a fait des gains dans cette entente. Okay. Puis je vais vous les mentionner, les principaux gains qu'on a fait. Vous vous rappelez que, tu sais, la mesure du 25 % ça fait presque un an qu'on en parle. Oui. Cette fameuse mesure que le gouvernement avait dit, après ma barre, il avait dit, regarde, le gouvernement disait, on a une certaine ouverture dépendamment des régions et des productions. Ensuite, le gouvernement est arrivé et dit, regarde, non, la mesure du 25 % on applique cette mesure-là, puis cette mesure-là consistait finalement à retirer dans l'étude des coûts de production 25 % des producteurs les moins efficaces. Ah, okay. Dans toutes les productions qui étaient sous régime ASRA. Okay. C'était ça qui était la mesure du 25 %. Et puis, au mois de juin, si je ne me trompe, le gouvernement est arrivé, le ministre de l'Agriculture, qui était à l'époque M. Béchard, est arrivé, a dit, regardez, la mesure du 25 % on l'applique. C'est aussi simple que ça. C'était fini, réglé. C'est sûr que nous autres, en lien avec ce refus-là, on a continué à travailler, on a continué à mettre des moyens de pression en place. On se rappelle qu'on en avait quand même mis plusieurs en place. On a fait beaucoup de revendications. On a fait aussi des manifestations. On a fait signer des pétitions. Puis, rendu au mois de juillet, ben là, on a augmenté d'un cran. On a été la première région, nous autres, en Abitibi-Témiscamingue, à dire on retire l'accès de nos... Aux droits de passage, aux motoneigistes. Aux motoneigistes et aussi VTT, etc. Oui, OK. C'est l'enlignement que nous autres, régionalement, on a pris au mois de juillet. Pour, justement, on disait, la mesure du 25 % en Abitibi-Témiscamingue, en tout cas, comme ailleurs, là, mais c'était une mesure qui était inacceptable. Vous ne vouliez pas ce 25 %-là. On n'était pas capable de l'accepter. OK, parce que entre ne pas vouloir et ne pas être capable de l'accepter, il y a quand même une marge. Là. Exactement. Alors, pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'était inacceptable. Vous n'étiez pas capable. On n'était pas capable. Les producteurs, regardez, on le sait, ça fait plusieurs années qu'on dit qu'on est en crise de revenus. Puis ça, c'était la goutte qui fait renverser le vase. Oui. Il y en a une, à un moment donné, ça en était une. Okay. Ça coûtait 5 millions, ça, aux producteurs de la région. Ça fait que on a mis cette mesure-là en place, puis on a... Écoutez, ailleurs au Québec aussi, les producteurs ils trouvaient que c'était trop, celle-là. Là. Mais on a initié ce mouvement-là en région, puis ça a fait boule de neige dans le sens que on a amené d'autres régions à faire la même chose que nous autres, puis on s'est ramassé en novembre avec un mouvement provincial. C'est un mouvement provincial. Du mouvement qui interdisait l'accès à vos terres aux motoneigistes, VTT, etc. Là, à la grandeur de la province de Québec. OK, à la grandeur. Oui, allez-y. Fait que c'est ça qui est arrivé en novembre, puis... tu sais, le 17 de décembre, à la suite de négociations là, serrées qu'il y a eu, je pense,
sais, à partir du congrès de l'UPA, surtout début décembre, aller jusqu'au 17 de décembre, il y a eu des négociations qui ont été très serrées entre la Confédération de l'UPA et aussi entre le ministre de l'Agriculture, c'est bien sûr, qui est M. Lessard. Qui est M. Lessard aujourd'hui. Okay. Pour en venir à une entente, tu sais, nous autres, on avait toujours dit dans l'enveloppe de 650 millions qui nous avait été accordée l'année passée, puis avec les prévisions des... tu sais, il y a des productions là, que les prix se replacent. Exemple, dans les céréales, c'est un peu mieux que c'était. C'est mieux que... Puis même dans le bœuf aussi. Dans le bœuf aussi, c'est mieux que c'était. Ensuite, il y avait eu des mesures qui avaient été appliquées là, tu sais, depuis un an à laquelle on avait accédé. On avait accepté ces mesures de resserrement-là. Fait que là, nous autres, avec des spécialistes, c'est bien sûr, on disait, cette mesure-là, on n'a pas besoin. Fait que là, on s'était toujours engagé à rester dans l'enveloppe du 650 millions. Ça. Fait que là, le gouvernement, il dit, regardez, là, on est prêt, on fait de quoi, là? On dit, on va la mesure du 25 on va l'appliquer, comme on avait dit, mais par contre, là, on s'engage à retourner les sommes d'argent s'il y a des surplus. Puis effectivement, l'année 2010... Est-ce qu'il y a des surplus habituellement? L'année 2010, oui. Là, oui. OK. Écoutez, les chiffres qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des surplus à la hauteur aussi, même un petit peu plus que ce que le 25 coûtait. Parce que le 25 coûtait 80 millions aux producteurs collectivement. Okay. Puis là, ça regarde pour qu'il y ait plus que ça de surplus. Donc, c'est un plus. Donc, c'est un plus. Puis, et en plus, écoutez un petit peu, il y a eu un engagement signé du ministre qui dit, regarde, on continue de même jusqu'au 31 mars 2013. Puis ensuite, on réévalue la situation. Puis s'il y a encore des surplus à ce moment-là, bien, regardez, là, on l'appliquera de façon bien concrète, la mesure du 25 c'est-à-dire, on l'enlèvera on n'enlèvera pas dans le coût de production. Fait que ça, c'est à la satisfaction des deux parties. Oui, oui. Ça, c'était un bon gain. Puis on avait d'autres demandes aussi qui étaient en même temps. Là, c'était l'accréditation syndicale unique. C'était aussi toute la mise en marché collective. La mise en marché collective, ça, c'est que nous autres, les producteurs, on a mis en place depuis des années des outils qui font en sorte que, tu sais, on mandate nos organisations d'aller travailler avec nos acheteurs. Exemple, je vais vous donner un exemple bien concret en production laitière. Il y a des acheteurs qui sont Agropur, qui sont Saputo, à laquelle, tu sais, il y a des négociations, naturellement, c'est bien sûr pour avoir des prix. Oui. Fait que on mandate nos syndicats de négocier avec eux autres pour avoir des meilleurs prix, etc., etc. Puis ça, on sentait, puis naturellement, il s'est réglementé, tout ça. Là. On sentait que le gouvernement avait tendance à vouloir en laisser de ça, de la réglementation à ce niveau-là. Puis ça, on a eu de l'assurance du ministre Lessard que la mise en marché collective, on la protège. Et puis, l'accréditation syndicale unique, à l'heure actuelle, le ministre Lessard se prépare à sortir son livre vert, il consulte. Il va consulter les producteurs, il va consulter l'UPA, il a commencé à consulter certains intervenants pour en venir à une politique agricole. Donc, avec ça, on pense d'être capable... Ça nous donne du temps, justement, pour continuer à revendiquer, justement, notre accréditation syndicale. Est-ce que ce sont des promesses gouvernementales envoyées un peu comme ci, comme ça, ou bien non, si tout ce que vous venez de me dire, là, du 25 puis accréditation syndicale, etc., ce qui a été réglé en 2010, est-ce que c'est sur papier? C'est sur papier. C'est sur papier. Ça, donc, c'est un autre, je pense qu'on peut appeler un grand gain. Oui, le ministre s'est engagé. On peut le dire. OK, oui. Ça, OK, à 25 là, on va s'en reparler. S'il y a des surplus, ça va être à votre avantage. Mais quand on l'écrit, là, c'est autre chose. Puis le ministre Lessard s'est engagé par écrit. OK. Fait que, tu sais, c'était un dossier où on a eu des gains. Il y a eu aussi, écoutez, il y a d'autres dossiers qu'on a réglés, c'est bien sûr. Les producteurs du Témiscamingue, surtout, écoutez, sont près de l'Ontario. Oui. Il y avait des demandes plus spécifiques pour eux autres. Ben, pour eux autres. J'ai pas du tout d'Abitibi aussi, là. La demande de l'Abitibi-Ouest, Abitibi-Est ne peut pas, souvent, ne peut être la même chose au Témiscamingue. Est-ce qu'on s'entend comme ça? Ben, pas tout à fait. Climat, culture, non? Non, ben, pas tout à fait. Ça rentre pas en ligne de compte. Non. OK. Tu sais, c'est que c'est plus les producteurs du Témiscamingue qui travaillent de cette façon-là, mais il y a des producteurs d'Abitibi et Abitibi-Ouest qui travaillent de la même façon. C'est-à-dire que ces producteurs-là vendent le veau en Ontario. Okay. Puis là, c'était rendu avec les nouvelles règles de la financière. Les veaux qui étaient vendus en Ontario, exemple, les producteurs ne pouvaient pas retirer d'assurance. De leur programme d'assurance stabilisation, de leur programme de sécurité, lorsque le prix
Il vient pas tout du marché. Fait que là, on a travaillé là-dessus. Écoutez, c'était technique, là, mais on a travaillé là-dessus pour que ces producteurs-là puissent retirer leur assurance stabilisation, même quand ils vendent en Ontario. On a eu des gains, c'était accordé. Fait qu'on il y a eu des bouts qui ont été faits là-dessus. On a eu aussi l'annonce d'un programme régional de 4,3 millions en février dernier. Oui, exactement, c'est ça. C'est sûr que dans ce programme-là, on a continué à travailler parce que tu sais, quand le gouvernement accorde un programme comme ça, il y a toujours certaines des restrictions. Où les producteurs sont obligés de mettre. C'est ça. On est prêt à vous le donner, mais il y a des conditions, d'admissibilité. Exactement. Okay. Tu sais, il y en avait qui étaient difficiles, il y en avait qui ne faisaient pas l'affaire des producteurs. On a retravaillé là-dessus. Il y a des bouts aussi qui ont avancé là-dedans. On a eu des gains là-dessus aussi là-dedans. Il y a eu un autre 4,5 millions d'annoncés. Il était là depuis un an. D'annoncer comme mesure de transition, justement, avec les coupures qu'il y a eu dans les nouveaux programmes de la financière, les nouveaux programmes de sécurité du revenu. Fait que, tu sais, c'est 8,8 millions qui, en région, sont disponibles pour les producteurs. C'est pas... tu sais, les conditions d'admissibilité ne sont pas tous faciles, mais par contre, on a eu des gains là aussi dans les conditions d'admissibilité, puis on continue à travailler encore. Ça veut dire, M. Comeau, que dans l'ensemble, ça a été très difficile en 2010, mais vous avez là eu une lumière au bout du tunnel vers la fin de l'année 2010. Est-ce que ça inaugure bien pour 2011? Ça va aider énormément. Moi, je pense que va sauver des fermes avec ça? On peut dire qu'on travaille justement avec ces mesures-là à sauver des fermes. À sauver des fermes, OK. Parce que, puis justement, dans le programme régional, là, qui s'est rendu à 8,8 millions, là, ben regardez, on a refait des demandes bien spécifiques au ministère de l'Agriculture, au MAPAC, pour des fermes en difficulté. Tu sais, parce que à travers cette crise-là, qui perdure depuis 7-8 ans, il y en a qui s'en tirent mieux que d'autres, mais il y a des fermes en difficulté. Il y a des fermes qui sont en grande difficulté. Puis on sait qu'on a une masse critique d'entreprises à garder en région si on veut continuer à s'assurer des services. Et puis, ben à ce moment-là, ben moi, je pense que c'était notre demande, justement, que ces producteurs-là aient plus de facilité à accéder à ces programmes-là, justement pour les sauver, ces fermes-là. Pour clore ce dossier-là, des motoneiges, surtout parce que ça a fait mal beaucoup, est-ce que c'était le rendu à l'extrême limite? Parce que vous ne vous êtes pas fait d'amis beaucoup dans l'association touristique, entre autres. Vous n'avez pas fait non plus beaucoup d'amis avec l'Europe, avec les États-Unis qui viennent en grand nombre faire de la motoneige. Mais ça, c'est cédulé des mois et des mois d'avance. Alors, quand vous réglez le 17 de décembre, c'est perdu là, pour l'association touristique au Québec en général, je parle. Ici, chez nous aussi. Vous ne vous avez pas fait beaucoup d'amis, mais est-ce que c'était la solution? Écoutez un petit peu, la mise en place de ce mouvement de pression-là, on ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Ah, sûrement pas. Puis vous me diriez le contraire, puis je dirais que c'est pas ça. C'est sûr. Par contre, écoutez un petit peu, je pense qu'on n'avait pas le choix, comme je l'ai mentionné tantôt. Puis il y a un autre élément aussi à apporter là-dedans. Là. Tu sais, nous autres en région, là, on a bloqué le 13 de juillet. Ça donnait du temps là, au gouvernement de la ça, c'est sûr. Ça, par exemple, ça, là, ce que vous dites, oui, vous n'avez pas fait ça là, aux premières neiges tombées. C'était justement l'intention, là. Écoutez, compte tenu que les dossiers n'avançaient pas, l'intention, c'était justement de se donner assez de temps, là. Tu sais, en septembre, octobre, là, le gouvernement aurait pu réagir, là, puis il n'y aurait pas eu personne qui aurait eu de la perte là-dedans. Malheureusement, écoutez un petit peu, les négociations ont fait en sorte que ça a été, encore une fois, en décembre, avant que ça se règle. Mais, tu sais, comme on l'a dit tantôt, on n'avait pas le choix. Mais là-dedans aussi, il faut comprendre une chose, tu sais. C'est sûr que ça l'a pas aidé, même ça l'a nuit à ces associations-là. Mais par contre aussi, je pense que l'agriculture en région est un moteur économique très important. Même pas important, essentiel. Essentiel. Tout simplement. Fait que, tu sais, à quelque part, on n'avait pas le choix, puis c'était un moyen de pression qu'on savait efficace. Puis, écoutez, on a eu ça a fait mal, mais... Ça a fait mal, mais il fallait le faire. Question difficile un peu, M. Comeau. Est-ce que c'est la guerre entre l'UPA et l'Union paysanne? Non, c'est pas la guerre. Moi, je n'appelle pas ça une guerre. Non. Tu sais, au Québec, à l'heure actuelle, il y a l'UPA qui est l'union qui est reconnue et puis aussi à laquelle 95% des producteurs ont adhéré. Il y a d'autres syndicats. Il y a l'Union paysanne qui est un autre syndicat. Il y a d'autres regroupements de producteurs aussi qui sont en place. Écoutez un petit peu, dans un système collectif, ça, je pense qu'il faut se le dire de façon bien claire, on
on n'est jamais capable de satisfaire 100% de notre monde. Tu sais, il y a toujours des compromis à faire à quelque part. Ça, c'est sûr. Fait que, écoutez, nous autres, comme organisation, de la manière qu'on travaille, moi, je pense qu'aussi 95% de nos producteurs sont satisfaits parce que 95% ont adhéré à l'Union, à l'UPA. Et puis, c'est ça, l'adhésion au syndicat est volontaire. C'est pas une adhésion obligatoire. Mais regardez, monsieur, si vous me permettez, là, parce que vous venez sur ça, puis ça va probablement une des dernières questions. Il y a Danny Daou, dans le Journal de Montréal, qui va, lui, jusqu'à dire, et c'est dur, là, qu'est-ce que je vais dire, il dit, l'UPA est un syndicat extrêmement puissant, mené dans les faits par un petit groupe de personnes. Les agriculteurs y adhèrent souvent parce qu'ils n'ont pas le choix. L'UPA étant un quasi-monopole. Ah. Ça, c'est Danny ici, Danny Doucet sur le Journal de Montréal. Moi, je dis que c'est faux parce que la manière dont notre organisation travaille, là, on va en consultation à tous les ans, même 2-3 fois par année. On rencontre nos producteurs, on demande c'est quoi qu'ils veulent. Tu sais, c'est toujours à partir des idées de la base que l'on regroupe nos idées, puis qu'ensuite on va revendiquer. Fait que, tu sais, l'UPA représente tous les producteurs, toutes les productions, et puis comme je l'ai mentionné, 95% des producteurs, de façon volontaire, adhèrent à notre organisation. Fait que, tu sais... Est-ce que vous, en tant que président de l'UPA, vous craignez l'Union paysanne, est-ce que vous craignez que de vos membres se dissocient de l'UPA en faveur de l'Union paysanne? L'Union paysanne existe depuis une dizaine d'années. Okay. On est encore à 95% de membership. Fait que, tu sais, je suis pas vraiment inquiète. Puis, regardez, l'avenir le dira. On voit dans c'est sûr que le gouvernement se questionne aussi là-dessus. Puis nous autres, on a dit au ministre de l'Agriculture, notre président, M. Lacasse, a dit au ministre de l'Agriculture, c'est le jour où il y aura 50% et plus des producteurs qui voudront changer de syndicat, mais regardez, il va falloir accepter ça. C'est démocratique. C'est démocratique. Fait que là, je pense qu'on est dans une organisation qui est très démocratique. Ça fait que, tu sais, tant et aussi longtemps qu'on va représenter la très, très forte majorité de nos producteurs, puis qu'on aura un mouvement de 95% qui adhèrent, moi, je suis pas inquiète. Okay. Tu sais, on est là pour défendre nos producteurs, puis je pense qu'on le fait. En terminant, M. Comeau, il reste à peine une minute. Les principaux dossiers en jeu en 2011? Toujours, la priorité est toujours d'aller chercher le plus d'argent à travers, naturellement, ce qui est en place pour améliorer le revenu de nos producteurs. Prenons Abitibi-Témiscamingue dans notre assiette, qui est un projet qui a avancé énormément. Il y a il y a à l'heure actuelle là, un petit peu de viande qui est sur le marché justement dans ce projet-là, à la Maison des viandes à Rouyn-Noranda. Puis ça va continuer. Il y a le 8,8 millions à laquelle que je vous ai mentionné tout à l'heure, à laquelle il y a encore de l'adaptation, mais où ce qu'on va travailler énormément fort aussi pour nos producteurs. Parce que, tu sais, ça, c'est un moyen de transition. Tu sais, on a eu des années difficiles, on a eu des coupures. Mais avec ce programme-là, on travaille justement pour atténuer tout ça. Fait que ça, c'est un autre projet à laquelle on va travailler fort. Et puis, c'est sûr qu'il faut toujours garder des programmes de sécurité du revenu. Les programmes de sécurité du revenu veulent dire, lorsque il y a des mauvaises années, ça intervient. Sécurité du revenu, assurance récolte, etc. Fait que c'est tous des dossiers à laquelle on va continuer à travailler cette année. Merci beaucoup, M. Comeau, puis félicitations pour vos négociations et tout. Et puis, et on a besoin du monde agricole chez nous. Ouais, puis en terminant, une chose que j'ai oublié de mentionner tantôt, très rapidement. Tu sais, le monde agricole, on a demandé l'appui de nos intervenants durant toute l'année. Puis on a eu un appui qui était, je pense, qui était solide, puis à laquelle j'en profite justement pour remercier nos intervenants. Et pour vous autres, puis toute la population qui nous a appuyés là-dedans. Okay. Pas appuyés dans notre moyen de pression, mais appuyés dans vos revendications. Dans nos revendications. Merci beaucoup, M. Comeau. On va sûrement se revoir parce qu'il y a des dossiers dans ça qu'on va suivre de près. Exactement. Bon, alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.